marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM et vous écoutez la 11e édition de la Marche du Monde et je suis bien sûr en compagnie de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut à toi, bonjour à tous. Donc pour ce 11e épisode, Youssef, nous allons revenir sur le dernier article que tu as signé pour la rédaction d'ER, intitulé « Le peuple français ennemi désigné ». Article que tu commences avec une citation de l'ancien préfet de Paris, l'inénarrable Didier Lallemand, celui qui a eu la main extrêmement lourde contre les violences des Gilets jaunes. Une déclaration qu'il a donnée lors d'une interview au quotidien, au journal L'Opinion, où il dit, je cite, que le mouvement des Gilets jaunes a été l'entrée d'une partie de la classe moyenne dans la violence politique et la révolte. À ce quoi il ajoute qu'un jour, les forces de l'ordre risquent de devoir ouvrir le feu sur les manifestants, car selon lui, la violence a toujours été d'abord celle des Gilets jaunes pendant tout le mouvement. Youssef, pourquoi as-tu voulu commencer ton article par cette déclaration de l'ancien préfet Lallemand? Alors, d'abord parce qu'effectivement, il était en poste durant la période de Gilets jaunes. Il a aussi déclaré publiquement à une gilet jaune dans la rue « Nous ne sommes pas du même camp ». Et j'ai voulu le citer parce que il parle de camp, il parle d'ennemis, donc, par définition. Et il parle d'éventuels tirs sur la population en cas de mouvement de révolte plus radical encore et plus violent. Et le thème en fait de l'article, c'est l'ennemi, la désignation de l'ennemi. Et il parle de classe moyenne. Il dit qu'une partie de la classe moyenne est entrée en violence. Mais quand on dit qu'une partie de la classe moyenne est entrée dans un mouvement violent contre les pouvoirs publics, disons, c'est qu'en fait, on est en train de dire de façon implicite qu'il y a une révolte du cœur de la société française. Quand on dit la classe moyenne, même classe moyenne donc élargie, en fait, c'est qu'on parle de la société française que les pouvoirs publics sont censés représenter et protéger. Et en fait, il y a beaucoup dans la simple phrase de l'allemand, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées et si tu me permets, à cela s'ajoute le livre qu'il a écrit une fois qu'il a quitté son poste de préfet, qui s'appelle L'ordre nécessaire, qui est un clin d'œil appuyé à Léon Trotsky. Oui, parce que en 2021, dans ses vœux à la police, il avait cité en fait une phrase de Léon Trotsky, et dans cette phrase, donc c'est les écrits militaires. Vous voulez que je la cite? Oui, oui. Alors cette phrase, c'était, je cite, « Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croisser, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables. » Léon Trotsky, 21 avril 1918. Donc il cite Léon Trotsky, qui est le fondateur de l'Armée rouge, un sanguinaire qui avait beaucoup de sang russe sur les mains. Lors de la révolution bolchevique, sanglante. Oui, extrêmement sanglante. Donc c'est pour lui visiblement un modèle, donc un révolutionnaire qui en fait a fait un coup d'État en massacrant la population. Donc les choses sont claires, mais on pourrait ajouter quelque chose avant que j'oublie, c'est qu'il dit que la violence est partie des classes moyennes. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que en 2011, donc avant le mouvement des Gilets jaunes, avant le mouvement des bonnets rouges, il y a eu un décret qui est passé, donc en juin 2011, autorisant la police à tirer à balles réelles sur la population en cas de manifestation violente. Donc, par conséquent, le pouvoir en place, le pouvoir exécutif, était conscient que sa politique présente et future, donc de destruction justement des classes moyennes, provoquerait
des manifestations et des violences. Et donc, dans cet article, je rappelle une chose élémentaire dans l'histoire du droit et dans l'histoire de l'État moderne, c'est que la violence, ce que Weber appelait le monopole de la violence légitime, qui renvoie plus loin dans l'histoire à Thomas Hobbes, c'est que la violence, l'État a le monopole de la violence parce qu'il doit utiliser cette violence pour protéger la population. Il doit protéger la population d'un ennemi extérieur ou d'un ennemi intérieur. Et il utilise cette violence parce que le peuple, on est toujours dans le Léviathan de Hobbes, a délégué à l'État ce pouvoir. Et donc, si le peuple français est en confrontation avec le pouvoir politique qui utilise l'État, c'est bien que ce pouvoir politique n'est pas fidèle à cette population et qu'il ne remplit pas ses devoirs. Et je précise bien donc dans cet article que la violence vient du pouvoir politique et non pas de la population. Et c'est le pouvoir politique qui désigne les Français, donc la classe moyenne, comme ennemis. Donc, en désignant les Français comme ennemis, ils se désignent eux-mêmes comme ennemis des Français. Et est-ce qu'on peut parler de guerre civile des élites contre le peuple ? Oui, c'est une guerre civile à partir du moment où vous avez une partie de la population, parce que le pouvoir exécutif, les dirigeants font partie de la population, même si eux, en réalité, ont fait sécession et qu'ils ne se considèrent pas comme faisant partie de la population. À partir du moment où cette partie de la population fait sécession et qu'elle utilise les organes de l'État pour défendre des intérêts privés, notamment de l'oligarchie, contre la population, on est dans une guerre civile. Et la guerre civile, c'est le signe de départ de la désintégration de l'État. Parce que l'État, c'est quoi ? Je le rappelle, l'État, c'est d'abord un sol, un peuple, et l'État, si on a une vision organiciste ou spirituelle, l'État est un corps avec un cerveau, des membres, ou un être avec une âme, disons. Et je termine là-dessus, si une partie de cet État regarde dans la direction des intérêts privés, tandis que la majorité de la population, donc les Français qui sortent dans la rue par millions contre le pass sanitaire ou contre la baisse du niveau de vie, par définition, ces Français-là sortent pour défendre des intérêts publics, collectifs. Alors qu'Emmanuel Macron, qui dit être la couverture de Rothschild, lui défend des intérêts privés. Et quel est le danger à terme donc de cette politique macronienne en fait qui exprime finalement cette guerre déclarée au peuple ? Le danger, il peut y en avoir plusieurs. C'est d'abord le début de la guerre civile théorique qui peut déboucher sur une guerre civile réelle, donc une confrontation physique qui a déjà commencé avec les Gilets jaunes, mais qui peut aller en s'aggravant au fur et à mesure que le niveau de vie va s'effondrer et que des catégories socioprofessionnelles vont venir s'agréger au noyau dur des plus pauvres, donc des Gilets jaunes. La violence va aller s'accentuant. Et le danger, c'est l'implosion de l'État. C'est la disparition de l'État, même si cette disparition peut être temporaire. Et c'est l'issue de cette confrontation entre le pouvoir politique qu'il ne faut pas confondre avec l'État. Il y a le pouvoir politique et il y a l'État. Le pouvoir politique, c'est un ensemble d'individus qui appartiennent à des entreprises, qui font la navette entre la banque et l'appareil d'État, et des lobbies et des réseaux. Donc c'est ça le pouvoir politique qui a investi l'appareil d'État. Et en fait, le peuple français n'est pas en lutte contre l'État, elle est en lutte contre le pouvoir politique. C'est la question que j'allais te poser. C'est est-ce qu'on peut dire que le peuple, lui, est-il réellement en guerre contre l'État, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes, des bonnets rouges ou les mouvements anti-pass sanitaire ? Non, il est pas en. Sont-ils vraiment sécessionnistes ? Non, parce que tous ces mouvements de révolte,
bonnet rouge, gilet jaune, anti-pass, ne sont pas portés, comme je l'ai écrit, par des idéologies anarchistes, remettant en cause la légitimité de l'État ou même sécessionnistes. Au contraire, au fond, je dis qu'il y a une lutte entre le pouvoir politique et le peuple pour le contrôle de l'État. Parce que ce que veulent les Français, comme la plupart des peuples, c'est un État, donc un Léviathan, qui joue son rôle, c'est-à-dire de protecteur, et qui joue son rôle de défenseur des intérêts publics. Or là, ce que voient les Français, c'est que le pouvoir politique est constitué d'individus qui défendent des intérêts privés, comme par exemple Emmanuel Macron, qui brade les fleurons industriels français à des puissances étrangères sur lesquelles des entreprises privées prennent des commissions. Avant d'aller sur ce sujet, j'avais une question à te poser. C'est quelle est la condition sine qua non pour qu'un État puisse survivre en fait? Quel rôle doivent jouer, quel rapport doit exister entre ses élites et son peuple? Comme je l'ai dit, il y a un contrat tacite entre le peuple et les dirigeants politiques pour qu'ils utilisent l'État afin que cet État défende les intérêts publics, donc les intérêts de leur population. Donc que ce soit sur le plan territorial, sur le plan économique, sur le plan social et même au niveau sociétal. Or, ce que constatent les Français, c'est ce qui explique cette multiplication de révoltes, c'est que dans tous ces domaines-là, et les domaines les plus vitaux, l'État ne joue plus son rôle. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a une lutte pour le contrôle de l'État, pour que l'État joue son rôle. Et pour que l'État joue son rôle, il faut que le pouvoir politique soit constitué de personnes qui défendent l'intérêt du peuple. Le renouvellement des élites. Renouvellement des élites. Et plus la trahison des élites, la révolte des élites, si bien décrite par Christopher Lasch dans son livre. Qui a beaucoup influencé d'ailleurs. Disponible sur contreculture.com, je précise. Qui a beaucoup influencé, que ce soit Jean-Claude Michéa ou même Christophe Guilluy. Oui, tout à fait, oui. Christophe Guilluy qui a le vent en poupe depuis un certain nombre d'années, puisque... Enfin, qui a écrit toujours le même livre. Hein. Oui, c'est ça. Il a écrit Fracture française, et puis après, il l'a écrit 4 fois derrière avec un angle différent, mais le fond de la sauce, c'était le même. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, il répète la même chose depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Quoi. Voilà. C'est son dada, quoi. Et le mouvement des Gilets jaunes, ça a été la victoire intellectuelle de Christophe Guilluy, qui lui dit que effectivement, il y a une élite dirigeante, une classe dirigeante qui a fait sécession, qui s'est séparée de la population, même sur le plan géographique, et qui relègue à la périphérie ces Français d'abord des catégories populaires, mais maintenant classe moyenne, et j'appelle ça maintenant classe moyenne élargie. Ça va continuer à s'élargir. Et dans les différents mouvements que l'on a connus là ces dernières années, que ce soit les bonnets rouges, les gilets jaunes ou le mouvement anti-pass, est-ce que tu sens le potentiel pour l'avènement justement de cette nouvelle élite? Est-ce que les CV te paraissent à la hauteur des enjeux? En fait, on ne peut pas parler de CV parce que on ne les connaît pas tous. On ne connaît que ceux qui sont médiatisés. Oui, mais si tu m'autorises, on peut quand même remarquer que entre les gilets jaunes où on avait quand même des seconds couteaux, hein, que ce soit Fly Rider, la Black, la Podolski, j'ai oublié son prénom. Enfin, c'était quand même du chômeur ou du chômeur à mi-temps. Enfin, c'était pas intellectuellement très stimulant. Franchement, avec le mouvement anti-pass, on a quand même des gens qui sont dans tout autre calibre. Je peux penser ne serait-ce qu'à Florian Philippot, qui on peut lui reconnaître beaucoup de défauts, mais qui est quand même extrêmement brillant. Avec lui, l'avocat Diviso. Enfin, j'en cite 2, mais il y en a plein. Hein. Attendez, j'en cite vraiment au hasard. Ne croyez pas du tout que je suis en train de prendre parti dans mes citations, mais c'était juste pour appuyer mon propos. Qu'en penses-tu? En fait, c'est une question de catégorie sociale. Ce qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des catégories sociales dont le niveau de revenu est entre 1000 euros et 1500 euros. Exactement. Voilà. Et avec smicard, quoi. Voilà, donc des smicards avec des niveaux d'études, je dirais pas bas, mais peut-être bac et bac plus 2.
Et en fait, Dans le meilleur des cas. avec le mouvement anti-pass, ce qu'on a vu, ce sont les catégories supérieures, c'est-à-dire les classes moyennes. Donc en fait, avec le mouvement anti-pass, on a commencé à voir des gens qui font partie des catégories supérieures avec des niveaux d'études supérieures. Et comme je l'ai dit au groupe Gilets jaunes dès les débuts, c'est que il n'y aura de révolution que lorsque les catégories supérieures prendront en main le mouvement de révolte et le structureront. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes a été facilement noyauté et détourné par les réseaux d'extrême gauche parce qu'on a eu une bourgeoisie bien incarnée par Juan Branco, par exemple, qui a pris en main Maxime Nicole, Fly Rider, pour que le mouvement ne devienne pas trop dangereux. Donc il a une reprise en main par la bourgeoisie d'argent, quoi. Voilà, la bourgeoisie de gauche. Bourgeoisie, gauche libérale, les bobos. Et Sciences Po. Et donc le mouvement anti-pass, c'est l'entrée sur la scène de la révolte des catégories supérieures, des classes moyennes et des éduqués supérieurs. Et cela s'explique aussi peut-être par la nature en fait de ce qui a créé cette révolte. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était une question de pouvoir d'achat, des gens qui s'en sortaient plus. Là, sur le pass, on était sur des questions de santé qui touchent tout le monde, quelles que soient les classes. Et là, ça a fait bouger une certaine bourgeoisie. Ouais, ça c'est vrai. Mais là, on va entrer dans une troisième étape qui va être beaucoup plus dure. Ça va être celle des pénuries alimentaires, de l'explosion des factures d'électricité et de gaz, et là qui va toucher toute la population. Les douches froides. Voilà. Et là, ça va vraiment toucher toutes les populations, y compris une partie du grand patronat qui est rattaché à l'économie réelle, en fait l'industrie, le grand commerce, etc. Et donc ce que je vois venir, là c'est une résurgence de ce qui a fait l'avènement du fascisme dans les années 30. Oui, en gros c'est ça, c'est-à-dire qu'une grave crise financière. Donc le monde de la finance qui en était à l'origine, donc le coupable. Le business de la dette. Qui a affaibli, par exemple en Allemagne, qui a appauvri toutes les catégories sociales, y compris la bourgeoisie, et qui se retrouve dans une configuration donc d'amis et ennemis beaucoup plus large qu'une simple lutte des classes traditionnelle opposant bourgeoisie et prolétariat. Là, on aura en fait l'écrasante majorité de la population, c'est-à-dire les gilets jaunes, les classes moyennes, les patrons de PME et même une partie du grand patronat qui se retrouvera asphyxié par cette politique, ce que j'appelle société de consommation, passer de la société de consommation à la société de consommation, donc de tout détruire jusqu'aux grandes entreprises. Et là, de parasites, parce que c'est du parasitage. Oui, c'est en fait c'est le monde de la finance, c'est le monde de l'économie fictive. Si on arrive au bout, il y a plus rien à sucer. Et puis avec la guerre qui se profile, disons que le coussin de sécurité, de confort qui permettait à la finance d'exister, n'existe plus. Et c'est ce qui explique la remontée des taux par la Fed. Mais le problème, c'est que c'est le monde de la finance lui-même qui organise cette destruction économique. Ça peut paraître dingue, mais en tout cas, ces gens-là qui sont dans un monde imaginaire, donc le monde fictif de l'économie fictive, est en train de terminer le phagocytage de l'économie réelle. Par conséquent, on va certainement avoir un mouvement de révolte beaucoup plus large et certainement à l'avenir beaucoup plus structuré, puisqu'on va avoir des cadres supérieurs, des patrons de PME et même certains grands patrons. Et qui est le meilleur représentant que ce monde de l'argent et de la finance ? Macron. Oui, il l'a dit lui-même, il est la couverture de David de Rothschild. Oui, il l'a dit, et puis il a des liens très proches avec Attali, et Attali ne le présente plus. Jacques Attali a déclaré, puisqu'il est interdit de dire que Jacques Attali manipule Macron. D'ailleurs, ça fait penser à la fresque qui a été repeinte en blanc, justement, parce qu'elle disait trop de vérité, trop dangereuse. Mais c'est Jacques Attali qui le dit. Jacques Attali dit Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai inventé totalement à partir du moment où je l'ai mis rapporteur, à partir du moment où le tout Paris le connaissait et le monde et où je ne l'ai pas éteint. C'est la réalité objective. C'est à Jacques Attali qui le dit. C'est lui qui l'a lancé avec la commission Attali. Oui, donc c'est Attali, Minc, David de Rothschild.
D'accord. Donc tu disais donc meilleur VRP du monde et la finance, et donc la politique macronienne, c'est la défense des intérêts privés contre le peuple qui lui se bat pour l'intérêt public. Voilà, et les intérêts privés, et pas n'importe quels intérêts privés, les intérêts privés du monde de la finance. Et ça a été l'opération Alstom, ça a été ça, c'est-à-dire revendre une industrie, un fleuron, une pépite, un fleuron de l'industrie française à une puissance étrangère, donc première trahison, et avec la banque Rothschild et des cabinets d'affaires et de conseils étrangers qui ont touché leur commission dessus. C'est le monde dans donc c'est le monde. Voilà, oui, c'est le monde de la finance à la manœuvre. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Je veux dire, ils l'ont mis là pour générer du business. Oui. Mais les gens se réveillent. En fait, il est l'incarnation. Il est l'incarnation de cette séquence historique. Il est l'incarnation d'une séquence où le capitalisme financier est en train de s'attaquer, de finir de détruire le capitalisme industriel. Et donc là, les choses se tendent avec tous ces mouvements que l'on a cités. Est-ce que cela explique l'état d'exception dans lequel nous vivons actuellement ? Alors, l'état d'exception, oui. Qui a été arrêté temporairement mis de côté. Mais c'est vrai qu'on en a eu pendant... depuis 2015. Voilà, c'est ça. Ouais. Depuis les attentats. Depuis 7 ans, on est passé d'état d'urgence en état d'urgence. Ouais. Et en fait, on vit dans un état d'exception qui est en fait la suspension de la loi et donc de la Constitution. C'est ce qui explique la gestion durant toute la période covidiste, sans contrôle du Parlement, tout était décidé à l'Élysée. Donc l'état d'exception, c'est la suspension de la loi, et c'est une période où l'État est totalement divin, entre guillemets, puisque l'État moderne, en fait, c'est l'État souverain qui, contrairement à l'État sous l'Ancien Régime, avait un monarque qui était le dépositaire de la souveraineté et n'en était pas le détenteur. L'État moderne, lui, est détenteur de la souveraineté divine, parce qu'en fait, la souveraineté est divine par essence. Et donc, cet État divinisé qui s'est accaparé la souveraineté divine apparaît tel qu'il est durant l'état d'exception. C'est la fameuse phrase de Carl Schmitt. Et souverain, celui qui décide de l'état d'exception ou dans l'état d'exception. Et donc on a un État tout puissant, divinisé, et donc on a un pouvoir exécutif qui s'accapare des pouvoirs quasi divins. Donc il vous interdit de rentrer et de sortir quand vous voulez, qui vous fait fermer votre entreprise, qui vous oblige quasiment à vous injecter, à vous et vos enfants, un produit expérimental. Donc on est dans une phase donc de levée de la loi, mais aussi l'état d'exception, qui est cette phase où la loi est suspendue, la Constitution est suspendue. C'est une phase de transformation. On a eu ça dans l'histoire française pendant la période de terreur, après la Révolution française. On a suspendu la Constitution et où l'État était tout puissant. Donc, il y a un moment donné où l'État doit atterrir. Donc, il atterrit soit sous sa forme initiale, soit sous sa nouvelle forme. Après sa transformation. La Révolution, ça a été Napoléon, quoi. Voilà. Ça a pris un peu de temps, mais ça a été l'armée, finalement, qui a remis un peu d'ordre. Voilà. Donc, en fait, quand vous levez la loi, certes, vous avez les pleins pouvoirs pendant un certain temps, mais l'atterrissage peut être extrêmement violent. Et d'ailleurs, j'ajoute que ceux-là même qui ont mis en place les tribunaux révolutionnaires pendant la terreur ont fini sur leur propre échafaud, comme par exemple Robespierre et Danton. Donc, ce qui peut se passer à l'avenir. Donc, gardons à l'esprit l'évolution économique, sociopolitique, et sur le plan étatique et juridique, ce qu'on peut avoir, c'est une période d'extrême turbulence où l'État, en tout cas le pouvoir exécutif, est délégitimé, avec une crise de régime extrêmement grave et une période de chaos. Mais on commence doucement à y rentrer, puisque on voit que même en continuant à jouer le jeu démocratique, le peuple commence à se rebeller. Ça s'est vu en France
avec la Macronie qui a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée, ce qui change quand même pas mal de choses parce que ils sont obligés de voter ils sont obligés de passer en 49.3 uniquement sur un texte par session parlementaire et le budget, ce qui est beaucoup dans un sens, vous me direz, mais ce qui est pas grand chose dans un autre, puisque maintenant ils vont être obligés d'avoir des majorités pour faire voter leur texte et je leur souhaite bon courage. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, puisque il faut quand même dire que c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu, par exemple, la vaccination obligatoire pour les enfants ou une reconduction de toutes les lois liberticides qu'on a eues lorsque Macron avait la majorité absolue et il faisait absolument ce qu'il voulait. Sur ce que je veux dire, c'est qu'il y avait l'état d'urgence, certes, mais il avait aussi, du fait qu'il ait tous les médias avec lui, il arrivait à influencer le peuple pour avoir une majorité, et du fait du mode du scrutin aussi majoritaire à 2 tours, qui est quand même, quand on y pense 2 secondes, c'est quand même dingue, quoi, qui est tout sauf représentatif. Ça lui permettait quand même, d'avoir les coudées franches et de pouvoir diriger comme un monarque présidentiel. Bon, non, c'est quand même bien différent aujourd'hui. Les choses sont quand même bien différentes. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis avec la fraude systématique maintenant. Je veux dire, on a vu ça aux dernières élections avec Trump. Là, aux dernières élections avec les sénateurs, c'est dingue. Je veux dire, on a les résultats au bout d'une semaine, alors qu'avant, la nuit, c'était réglé. Et puis c'est toujours pareil, les gens peuvent voter avant, peuvent voter après. Enfin, je veux dire, pour les gens qui veulent s'intéresser, c'est dingue, quoi. Je veux dire, c'est quand même scandaleux qu'on arrive à valider des élections qui se tiennent dans de telles conditions. C'est franchement scandaleux. Et puis au Brésil, avec Bolsonaro, qui fait quand même drôlement penser à ce qui s'est passé avec Trump en 2020. Donc tout ça pour dire que le peuple commence à se rebiffer, à se rebeller. Est-ce que finalement l'oligarchie ne chercherait pas un échappatoire pour éviter cette guerre civile avec une confrontation avec la Russie et une guerre mondiale? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Par rapport à la vaccination obligatoire, elle a été prévue en juillet 2021. Et il y a eu donc juste avant le mouvement anti-pass, tout le mouvement anti-pass massif a fait reculer le gouvernement. Donc on était avant les élections. Et cet affaiblissement de Macron, du pouvoir démocrate aux États-Unis et des opposants de Bolsonaro au Brésil met en évidence une chose, c'est une guerre civile froide et une tentative de coup d'État en fait de l'oligarchie financière qui se fait avec difficulté parce qu'elle tente de se faire contre l'approbation de la population. Oui, oligarchie financière, Davos. Oui, le forum de voilà. Davos, le Great Reset, quoi. Voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que on est dans une période justement de transformation où on passe d'une pseudo démocratie à un système totalitaire, mais avec une population qui est très largement réfractaire et qui est en fait en révolte. Donc il faut vraie révolte. Ouais, mais la révolte en France, elle a commencé en fait avec les bonnets rouges et c'est chronique. Et c'est comme des secousses sismiques, ça va aller s'accentuant et les répliques vont être de plus en plus rapprochées, de plus en plus violentes. Donc on est dans ce que je disais, c'est-à-dire une transformation du régime politique, donc l'état d'exception. Aux États-Unis, l'état d'exception, quand même plus ou moins commencé avec les attentats du 11 septembre et le Patriot Act 1 et 2, ce qui correspond en France à ce qui s'est passé avec la loi sur l'information, etc. La surveillance. Du Bataclan. Exactement. Donc on est dans un système faussement démocratique et le problème auquel est confrontée cette oligarchie, c'est que lorsque vous fraudez et que vous prenez le pouvoir par la fraude, par la triche, en maquillant cela avec la couleur de la démocratie, vous êtes rattrapé par la réalité. Puisque si la population ne peut plus s'exprimer dans le cadre légal, démocratique, il faut bien que la vapeur s'évacue par quelque part. Et ça va être ce que j'appelle le retour de la violence politique. Et en fait, on y est. Donc, si la population n'a pas les représentants politiques qui défendent ses intérêts, et qu'en plus de ça, ces représentants politiques se reconduisent eux-mêmes au pouvoir en trichant, etc., ce qui va se passer, c'est que la population n'aura pas d'autre choix que de revenir à la violence politique. Et l'étincelle, ça peut être les coupures d'électricité cet hiver. Ça peut être tout et n'importe quoi.
Je veux dire, le mouvement des Gilets jaunes a commencé avec quelque chose de tout bête. Ouais, c'est vrai. L'augmentation. Personne l'a vu venir. Hein. Voilà. Donc, mais personne ne peut le voir venir parce qu'en fait, on peut voir venir la révolte. J'ai fait partie des gens qui l'ont vu venir, mais je n'imaginais pas que ce serait par rapport à une taxe sur le carburant. Alors là, on nous dit mais les Français se révoltent pas parce que c'est bizarre, ils se révoltent pas alors que là il y a une taxe beaucoup plus importante qu'à l'époque. Mais l'être humain n'est pas rationnel et ce n'est pas une machine. Donc la goutte d'eau, ça va certainement être quelque chose de totalement différent. Et là, j'ai vu il y a quelques jours qu'il y a un brocanteur qui a été contrôlé par un contrôleur fiscal qui a pété les plombs, qui a tué le contrôleur fiscal et qui s'est suicidé. Et ce genre de choses risque de se multiplier à l'avenir parce que justement, les gens seront désespérés, ils n'auront pas d'autre issue que de recourir à la violence. Et donc justement, l'échappatoire, ça peut être un conflit mondial. Voilà. Et donc, si l'oligarchie a le choix entre une guerre mondiale et de finir lynché dans la rue par une population, par la foule. Il n'y a pas photo. Voilà, le choix est vite fait. Donc la question qu'il faut se poser, c'est y aura-t-il une révolution avant la guerre mondiale ou eh bien ce sera trop tard parce qu'une guerre mondiale avec des puissances nucléaires. Mais quelle est la contradiction justement dans laquelle sont prises ces sociétés occidentales lorsqu'elles font cette propagande pour la guerre en fait? Puisque est-ce qu'une société libérale peut-elle vraiment apporter des bataillons de chair fraîche comme l'a fait d'ailleurs Poutine avec sa mobilisation de 300 000 personnes? Est-ce qu'une telle chose est envisageable en France dans une société libérale? C'est la contradiction qui avait été mise en évidence par Carl Schmitt, contradiction de la société libérale qui en fait produit une société individualiste de consommateurs. Et cette société donc libérale qui promeut l'intérêt individuel, l'individualisme et la consommation ne peut pas demander à une population de consommateurs et d'individualistes de se sacrifier, donc d'aller à la mort pour sauver une société individualiste et libérale. Là est toute la contradiction. Ça ressemble beaucoup à un cul-de-sac quand même pour l'oligarchie, non ? Oui, c'est évident que les Français et la majorité des Occidentaux n'iront pas se battre contre la Russie pour sauver le modèle libéral. Parce qu'ils pourraient très bien se révolter justement contre cette guerre qui leur fait peur. L'autre contradiction est la suivante, c'est que lorsque vous menez une guerre contre un ennemi donc extérieur, vous devez mettre en place sur le plan intérieur une unanimité vis-à-vis de cet ennemi extérieur et une cohésion politique, une cohésion du peuple. Or, le pouvoir macronien n'a eu de cesse de martyriser les Français depuis des années. Donc, elle a un ennemi intérieur, la classe moyenne qui a été désignée par l'ancien préfet l'allemand, et un ennemi extérieur. Et lorsque vous désignez deux ennemis simultanément, alors que l'un d'entre eux doit être en théorie votre allié. C'est ce que dit très justement Emmanuel Todd dans un de ses articles pour Marianne. Oui, il dit que le danger. Il faut choisir en fait. Voilà, il faut choisir entre l'ennemi. Il faut choisir l'ennemi russe ou l'ennemi français. Or là, ils choisissent les deux. Mais c'est le problème du en même temps macronien en fait. Oui, mais le en même temps, il va être la gueule de tout le monde, mais ça va lui revenir. Oui, mais le en même temps, il est rattrapé par la réalité. Et la réalité va très très rapidement le rattraper, d'autant plus que la destruction économique du système financier qu'il défend va mettre dans le camp des petits patrons et des gilets jaunes et des travailleurs, même une partie du grand patronat. Oui, parce que tu parlais de Carl Schmitt, qui parlait de contradiction du libéralisme, mais on peut aussi parler de Karl Marx et de la contradiction fondamentale du capitalisme, en fait. Oui, c'est en gros c'est la contradiction par les Marx, l'insuffisance de la demande en régime capitaliste. La baisse tendancielle du taux de profit. Voilà, la baisse tendancielle du taux de profit qui est la conséquence en fait d'une offre trop importante pour une demande qui ne l'est pas assez. Et en fait, pour résoudre cette contradiction, j'en parle dans mon article, pour résoudre cette contradiction, le système
capitaliste occidental a mis en place, ce sont les Anglo-Américains, le système de libre-échange. La globalisation, La globalisation économique qui leur permettait de délocaliser dans les pays les plus pauvres pour maximiser leurs bénéfices en vendant des produits à leur population qui ont été fabriqués avec une main-d'œuvre pas chère. Or, le problème, c'est que lorsque vous délocalisez et que vous faites travailler des Asiatiques à la place des Occidentaux, vous faites une pression à la baisse des salaires des Occidentaux. Par conséquent, leurs revenus baissent et leur consommation aussi baisse. Et donc, c'est là que la finance arrive et qu'elle prête de l'argent qui n'existe pas à une population qui vit au-dessus de ses moyens, et ça vous donne une crise financière. C'est un subterfuge, parce qu'à terme, ça crée de l'inflation. Ça a été la crise des subprimes, et donc le capitalisme retombe encore dans sa vieille contradiction. Et vous renforcez en plus vos ennemis géopolitiques, comme la Chine, donc tu l'as très bien dit avec les délocalisations, mais aussi la Russie. Puisque la Russie poutiniste, je ne sais plus, s'est considérablement renforcée grâce à l'arme du gaz qu'elle vendait pas cher à l'Allemagne. Et il y avait un accord comme ça, un modus vivendi parfait entre l'industrie allemande et les ressources russes qui a duré presque 20 ans. Et qui a permis vraiment à la Russie de se refaire, si je puis dire, suite à l'effondrement. Donc, ce que tu dis est vrai pour la main-d'œuvre, pour les délocalisations et aussi sur l'énergie, finalement. Donc, effectivement, ils sont pris dans une terrible contradiction. Mais maintenant, pour régler cette contradiction, le système capitaliste financier est entré dans une nouvelle phase qui est inédite. C'est ce que j'appelle la société de consommation. Donc en fait, on était dans un capitalisme jusqu'au tournant néolibéral des années 80 qui était classique, productiviste et qui avait qui produisait donc une société qu'on appelait la société de consommation. Voilà, c'est la fameuse phrase de Ford, je paye bien mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures. Mais là, le projet de l'oligarchie financière est différent. Aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est ce que j'appelle une société de consommation, où en fait, on va sacrifier les individus, sacrifier les entreprises, détruire l'économie parce que mais comme une fuite en avant. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les classes moyennes, les populations sont devenues, pour cette oligarchie financière, un ennemi inutile, mais surtout un danger. Des populations qui se révoltent. Donc, pour régler ce problème, ça peut paraître dingue, mais il faut les détruire. Il faut les détruire, littéralement. D'où l'opération Covid. Oui, c'est là que j'ai commencé à parler de ce projet. Un peu loin pour certains auditeurs, mais bon, tout ceci mais s'explique intellectuellement. Aujourd'hui, quand j'en parlais au début du Covidisme en disant que le Covid était un moyen de détruire l'économie, ça pouvait paraître complotiste à l'époque, mais aujourd'hui, même le grand patronat français, allemand et même américain sont arrivés à cette conclusion-là. Pas que l'économie, aussi les hommes. Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a des taux de mortalité, là, il y a des stats qui commencent à sortir. Les taux de mortalité sur cette année, je crois que sur les 19-51 ans, entre 20 et 50 ans, je crois que on est 20% supérieur par rapport aux années précédentes. Ouais. Et au Portugal, on a une explosion de la mortalité chez les adolescents. Ça, c'est le sujet de mon dernier livre, Covidisme et Messianisme, où je parle justement de sacrifice humain, de réduction de la population. Pareil, ceux qui, à l'époque, disaient que j'étais complotiste de parler de réduction de la population, enfin, de sacrifice de masse, ont fini par reprendre cette thèse et justement pointer du doigt cette surmortalité. Et effectivement, l'économie ne permet pas de comprendre cela. Parce que l'homme n'est pas un être rationnel. Et il faut aller au tréfonds de l'anthropologie, de l'eschatologie même. Et de l'eschatologie pour comprendre ces mécanismes. Et est-ce qu'à cela s'ajoutent aussi des visées totalitaires du pouvoir justement pour continuer à avancer? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du libéralisme finalement aujourd'hui? Tous ces gens qui se revendiquent libéraux et finalement qui appliquent les pires politiques totalitaires. Comment peut-on expliquer cette contradiction ? Parce que du point de vue des pseudo-libéraux qui sont au pouvoir, les valeurs du libéralisme ne sont plus un atout, mais un frein.
C'est ça, c'est que on permet aux gens de voter tant qu'ils votent bien. Voilà. Et là, en fait, le problème, c'est que qu'est-ce qu'a vendu en gros le libéralisme? Il a vendu l'intérêt individuel, l'enrichissement par le travail, les libertés individuelles. Et donc, on a un libéralisme philosophique avec des variantes politiques, économiques et même sociétales. Mais aujourd'hui, les pseudo-libéraux, les dirigeants pseudo-libéraux nous disent c'est terminé. Ils l'ont dit officiellement. C'est terminé, la liberté individuelle, même l'enrichissement, l'entrepreneuriat, tout ça c'est terminé. Ça, avec le Covid, on n'a jamais eu, même au temps de Vichy, une telle atteinte aux libertés individuelles. C'était donc, jamais vu. Le libéralisme devient un handicap pour les pseudo-libéraux. C'est pour ça qu'ils ont fait un 180 degrés dans leur discours et dans leur politique, en disant maintenant l'intérêt individuel et les libertés individuelles, c'est terminé. Soi-disant pour préserver la D'ailleurs, santé. C'est ce qu'on voit de toutes ces campagnes de communication du gouvernement là actuellement sur le fait qu'il ne faut pas dépenser trop d'énergie, il faut surveiller son chauffage, surveiller tout ça pour être altruiste, penser aux autres. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, c'est pas du tout ce qu'on nous disait. Je veux dire, au contraire, c'est la consommation à tout prix. Donc effectivement, on est en train de se transformer en une société soviétique quelque part. Et on revient à Trotsky et à l'allemand. Et même plus que ça, parce que l'Union soviétique, au départ, a été très vite confrontée à la réalité. Notamment, Lénine a été confronté à la réalité. Et il est sorti de l'autarcie pour aller vers un libre-échangisme plus ou moins régulier. Oui, pour les petites structures. Voilà. Pour les petites structures. Voilà. Mais il faut pas oublier que l'Union soviétique, fondée sur l'idéologie marxiste, était très portée sur la technique, le développement industriel, etc. Puisque les marxistes, comme les libéraux, voyaient dans le progrès technique et donc industriel une sorte d'avancée vers les temps mécaniques. Si tu m'autorises, le Great Reset, c'est un peu pareil. C'est la fuite en avant technologique pour la déconsommation, la décroissance, mais aussi pour le contrôle. Si on grille le Great Reset, c'est un peu ça. Alors, si je résume. Oui, mais j'ajouterais autre chose, c'est que c'est la technologie pour détruire l'être humain. C'est ça. La technologie au service des élites pour détruire le peuple. Voilà, alors que les soviétiques, les marxistes avaient dans l'idée que la classe prolétarienne, donc l'être humain, était une sorte de classe messie. Oui, mais ça, c'était sur le papier. Bien sûr, c'était sur le papier. Bien sûr, c'était sur le papier et ça a conduit à des dizaines. Je pense pas que les classiques du PC mangeaient en privé ce genre de salade. Non, mais bien sûr. Mais le projet de l'Union soviétique n'a jamais été la réduction de leur population. Ce que tu veux dire, c'est que là, maintenant, on ne se cache même plus, quoi. Voilà, et là, le projet, c'est de réduire la population, de la détruire. Quand les soviétiques détruisaient leur population, pour eux, c'était un moyen d'eux. Alors que là, aujourd'hui, la destruction de la population, c'est devenu un projet. Et dans l'histoire, il y a bien sûr le malthusianisme, etc. Mais là, au niveau de l'histoire du capitalisme, c'est quelque chose de tout à fait inédit. On est confronté à quelque chose je dis encore, pour le comprendre, il faut revenir aux sociétés archaïques, sacrificielles pour comprendre ce qui se passe. Ok, super Youssef, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon là de ton article, des sujets. Tu veux conclure peut-être une prospective sans prendre trop de risques sur les mois à venir, sur 2023, puisque je pense que notre prochaine émission sera l'année prochaine. Donc libre à toi. Je dirais que je pense que l'année 2023 sera décisive et qu'on peut commencer à voir naître ce que j'appellerais une sorte de lutte des classes transversale, qui n'a rien à voir avec une... Tu peux expliquer ? Oui, je vais expliquer. On ne sera pas dans une lutte des classes classique entre opposants prolétariat et bourgeoisie, mais on sera dans une lutte des classes qui va superposer d'un côté le prolétariat, les classes moyennes, les patrons de PME et voire même des grands patrons,
Oui, les forces productives face aux parasites, si je voilà. Et en fait, on aura fascisme en fait. On aura une coupure de la société qui ne sera pas horizontale, mais verticale. Bah écoute, c'est terriblement excitant ce que tu nous dis là, et en plus ER est parfaitement positionné pour ce combat. Si Dieu veut, si Dieu veut. Donc si vous appréciez ce que nous faisons, notre combat au quotidien, et si vous appréciez cette émission et les analyses de Youssef, je vous invite à nous soutenir via le financement associatif conjoint de la rédaction de Combat et de RFM. Vraiment, c'est la meilleure façon de nous aider. Nous avons plein de projets. Vraiment, c'est pas ce qui manque. Par contre, on a besoin de gens compétents, et les gens compétents, eh bien, il faut souvent les rémunérer pour pouvoir faire appel à leurs services. Donc vraiment, je vous invite chaleureusement à nous soutenir et nous aider à continuer le combat. Comme l'a si bien décrit Youssef, les perspectives sont vraiment très encourageantes pour nous et notre combat. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Youssef, c'est un vrai plaisir à chaque fois d'échanger avec toi. De même, à très bientôt. Et on se retrouve l'année prochaine en 2023. L'année prochaine, si Dieu veut. Salut à tous. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.